quel moment tout a chaviré? Par quel engrenage infernal en est-on arrivé là? Le mercredi 7 février 1934, Paris se réveille en état de choc. La veille, au cours de la soirée, une manifestation contre le pouvoir en place a dégénéré. Pendant des heures, les forces de l'ordre ont dû faire face à des manifestants déchaînés. Notamment ici, place de la Concorde, épicentre du drame, où les heurts ont été les plus violents. Le bilan humain est très lourd. Plus de 1500 blessés et près de 20 morts. Avec ces événements tragiques, la Troisième République traverse l'une des plus graves crises de son histoire. On a dit que les manifestants avaient voulu faire tomber le gouvernement. Pire, abattre la République. Certains ont même parlé d'une tentative de coup d'État fomentée par l'extrême droite, alors que les fascistes sont déjà au pouvoir en Italie et en Allemagne. Mais alors, que s'est-il exactement passé ce 6 février 1934 ? Paris, matin du 6 février 1934. Temps couvert et brumeux. Température 0 degré. La ville semble calme. Une journée comme les autres. Du moins en apparence. Qui peut imaginer que dans quelques heures, tout va dérailler? Que cette date du 6 février va entrer dans l'histoire? Pourtant, à y regarder d'un peu plus près, on sent bien que quelque chose se prépare. Pourquoi s'affaire-t-on à enlever ces grilles d'arbres et ces pavés, si ce n'est par mesure de précaution? Sur les murs de la capitale, les Parisiens découvrent de nombreuses affiches. Elles émanent d'organisations de droite et d'extrême droite, annonçant leur intention de manifester le soir même contre le pouvoir en place. La population est invitée à se joindre aux différents cortèges pour exprimer, elle aussi, sa colère. C'est qu'une incroyable affaire a mis le feu aux poudres. L'affaire Stavisky. Du nom de cet homme, Alexandre Stavisky. Il est l'auteur d'une escroquerie de plus de 200 millions de francs réalisée avec des soutiens politiques. Cette affaire tombe bien mal pour le gouvernement. Le pays a été rattrapé par la crise économique mondiale, le chômage explose, et les Français doivent se serrer la ceinture. Beaucoup sont écrasés par les impôts, les charges, ou bien encore par la hausse récente du prix de l'essence. Une mesure qui a provoqué la fureur des chauffeurs de taxi. Dans ce contexte de grogne sociale, ce nouveau scandale politico-financier ne peut que susciter une profonde indignation et devient une véritable affaire d'État. D'autant que l'escroc qui a pris la fuite est retrouvé mort dans un chalet cerné par la police. Stavisky s'est-il donné la mort ou l'a-t-on abattu pour le faire taire? Pendant tout le mois de janvier 1934, cette affaire est largement exploitée par la presse.
notamment par l'Action française, journal monarchiste et antisémite dirigé par Charles Maurras. À bas les voleurs, à bas les assassins, à bas le régime abject. Autant d'appels de l'Action française relayés dans la rue par ces troupes de choc, les Camelots du Roi. Inscrivez-vous aux Camelots du Roi, jeunesse de France, pour sauver votre pays, comme au temps de Jeanne d'Arc, il faut lui rendre son roi. À la tête des Camelots du Roi, Maxime Réal d'Elsart, sculpteur dans le civil. Derrière ce visage bonhomme se cache en réalité un agitateur né, décidé à faire tomber la République par tous les moyens. Après plusieurs semaines d'une campagne de presse particulièrement virulente, le 27 janvier, le gouvernement de Camille Chautemps est contraint à la démission. Figure marquante du parti radical, Édouard Daladier est appelé pour former un nouveau gouvernement. Mais cette annonce ne calme en rien le mécontentement. Ici, de même que partout ailleurs, un clou chasse l'autre. Ne disposant que d'une quantité limitée de cire, les créateurs de ces chefs-d'œuvre de ressemblance doivent donc fondre les effigies périmées pour en modeler de nouvelles. Ainsi, un ministre contraint de lâcher son portefeuille est immédiatement conduit au chaudron d'où sortira son successeur. L'affaire Stavisky est le révélateur d'un mal plus profond qui frappe alors la Troisième République. Aux yeux de beaucoup de Français, les hommes politiques ne sont que des intrigants liés au monde des affaires, formant une caste de profiteurs déconnectés du réel. Quant au Palais Bourbon, surnommé le Palais Bourbeux, il est perçu comme un théâtre où chacun porte un masque, joue un rôle selon une opposition droite-gauche bien artificielle. Souffrant d'une instabilité politique chronique, le régime parlementaire semble incapable de régler les problèmes du pays. Depuis le retour au pouvoir de la gauche en 1932, pas moins de 5 gouvernements se sont succédés, tous renversés au bout de quelques mois. Combien de temps tiendra le nouveau cabinet Daladier? Le 6 février au matin, celui-ci est sous pression. Dans quelques heures, il sera devant les députés au Palais Bourbon pour tenter d'obtenir un vote de confiance. Au même moment, les manifestants seront dans la rue. Craignant des troubles, il a fait passer ce communiqué dans la presse. Le gouvernement fait appel au calme et à la sagesse de la population parisienne. Des groupements politiques et des associations d'anciens combattants ont prévu de manifester aujourd'hui. De toute façon, le gouvernement responsable de l'ordre saura le maintenir. À la préfecture de police, l'ambiance est également fébrile. Le célèbre préfet Jean Chiappe vient d'être limogé brutalement sur ordre de Daladier, car jugé trop proche de la droite et de l'extrême droite. En poste depuis 7 ans, Chiappe s'était pourtant imposé comme une figure populaire auprès de ces hommes et des Parisiens. C'est lui qui a œuvré pour améliorer les conditions de travail de la police. C'est encore lui qui a introduit dans les rues de la capitale feux et passages cloutés pour réguler la circulation. Monsieur le préfet, à quelle aubaine, aux Parisiens, aux Parisiennes, vous avez donné pour les traînes des clous. Depuis que nous les avons reçus, on passe, on repasse, on n'arrête plus. C'est un plaisir que de passer dessus. Les clous, les clous, les clous. On se sent fier, il y a de quoi, entre les deux rangées, ma foi, c'est comme si l'on était chez soi. La révocation soudaine de Chiappe déstabilise la préfecture de police. Et ne fait que renforcer la colère des Parisiens qui entendent bien l'exprimer dans la rue. Dans ce contexte qui s'annonce explosif, ce sont près de 7000 hommes qui sont mobilisés en vue de la manifestation. Des policiers,
mais aussi des gardes républicains à cheval, ainsi que les pelotons mobiles de gendarmerie, des unités spécialisées dans le maintien de l'ordre. Dès le début de l'après-midi du 6 février, ces hommes se déploient dans les secteurs sensibles de la capitale. Hôtel de Ville, Grand Boulevard, Palais de l'Élysée, mais surtout place de la Concorde, notamment au niveau du pont qui, traversant la Seine, mène au Palais Bourbon, un point stratégique. Les instructions qui sont données aux forces de l'ordre sont claires. Il faut tenir cette tête de pont, s'opposer par tous les moyens au passage des manifestants, empêcher l'accès à la Chambre des députés. Plusieurs cortèges ont prévu de se mettre en marche en fin de journée, mais dès 16 heures, de nombreux Parisiens commencent à investir la place. Ils déboulent d'un peu partout, notamment du jardin des Tuileries, laissé étonnamment ouvert. Une erreur. De même, le métro Concorde n'a pas été fermé, déversant sur la place un nombre croissant de Parisiens. Ce sont des curieux, des badauds, des mécontents. Bientôt la foule se fait plus agressive et plus violente. Rejoints par des militants d'extrême droite venus reconnaître les lieux, les manifestants commencent à harceler les forces de l'ordre. Conspués et lapidés, la garde à cheval charge pour tenter de dégager la place. Les esprits s'échauffent. Le froid et la nuit sont tombés sur Paris en ce 6 février 1934, quand la tension monte encore d'un cran. Près du quartier des Halles, plusieurs centaines de manifestants se déchaînent. Des bornes lumineuses sont brisées, des véhicules incendiés, des boutiques pillées. Ce sont des communistes. Décidés à ne pas laisser la rue à la droite et à l'extrême droite, ils manifestent eux aussi contre le régime dit du profit et du scandale. Appelés pour éteindre les feux, les pompiers sont pris à partie et bientôt lynchés. Un rapport relate les faits. Arrivés sur les lieux,
le premier secours se trouve en présence d'un camion auquel les manifestants ont mis le feu. Ces manifestants se précipitent alors sur notre voiture d'incendie et nous empêchent d'intervenir. L'un d'eux braque un revolver sous le nez d'un de nos hommes. D'autres coupent le tuyau en plusieurs tronçons. Des projectiles nous sont même jetés dessus. Quelques minutes après, le fourgon pompe et l'échelle arrivent. Mais ces deux engins sont également criblés de pierres et de gros pavés. Sur la place de la Concorde, même scénario. Les manifestants s'attaquent cette fois à un autobus, le vident de ses passagers avant d'y mettre le feu. Les forces de l'ordre entrent en action pour permettre aux pompiers d'intervenir, mais les manifestants ripostent, et c'est le drame. Au cours d'une charge, Marcel Flandre, un cavalier de la garde républicaine, reçoit un projectile en pleine tête. Il est le premier mort de la soirée. Pas de doute, Paris est en train de s'embraser. D'ailleurs, dans les rues, les inspecteurs mêlés à la foule font remonter à la préfecture des informations de plus en plus inquiétantes. « 18h35. Un millier de personnes qui stationnaient au carrefour Richelieu-Drouot viennent de se mettre en marche en direction de l'Opéra. « 18h50. On signale une colonne de 300 manifestants venant de la place de la République et se dirigeant vers la Bourse. 19h. Environ 3000 personnes stationnent derrière le Petit Palais. Les manifestants sortent en nombre du métro Rond-Point et se dirigent vers la place de la Concorde. On a entendu dans le groupe circuler le mot d'ordre « Tous à la Chambre des députés ». De l'autre côté de la Seine, le palais Bourbon a pris des allures de forteresse. Et pour cause. En marchant sur la Chambre, les manifestants entendent faire pression sur les parlementaires pour les empêcher d'accorder leur confiance au nouveau président du Conseil, Édouard Daladier. Celui-ci s'est enfin jeté à l'eau. Depuis la tribune, il déroule son programme de gouvernement, affirme sa volonté de faire toute la lumière sur l'affaire Stavisky. Mais son discours se perd bientôt dans un brouhaha général. La séance est suspendue à plusieurs reprises. Si, à gauche, le leader du Parti socialiste, Léon Blum, apporte son soutien au nouveau gouvernement, à droite, c'est une levée de bouclier. L'ancien président du Conseil, André Tardieu, tente par tous les moyens de s'opposer à l'investiture de Daladier. Il y a tout juste 5 jours, Tardieu a publié « L'heure de la décision », un ouvrage dans lequel il appelle à une vaste réforme de l'État pour lutter contre la paralysie des institutions. Il propose notamment de renouer le lien entre les hommes politiques et les citoyens en recourant au référendum populaire. Il propose également de renforcer le pouvoir exécutif en le libérant de la tutelle du Parlement. Depuis des mois, cette question de la réforme des institutions fait débat. La France doit-elle se doter d'un pouvoir plus fort pour résoudre la crise économique? La France a-t-elle besoin d'un chef capable de prendre à bras-le-corps les problèmes du moment? La France veut-elle un dictateur, comme dans l'Italie de Mussolini ou l'Allemagne d'Hitler? Arrivé au pouvoir un an plus tôt, en 1933, Hitler est en train de placer l'Allemagne sous sa coupe. Mais le Führer entretient en même temps habilement le mythe du redressement national. Restaurer l'honneur du pays, lutter contre la crise économique,
atteindre le plein emploi. Telles sont les promesses du nouveau sauveur de l'Allemagne. Projetant en apparence une image de dynamisme et d'ordre, le régime nazi pourrait bien servir de modèle à ceux qui, en France, ne croient plus aux vieilles recettes du régime parlementaire. Quand jadis la France était la Gaule, les vieux Gaulois, moustachus et velus, hache au poing ou lance sur l'épaule, n'étaient-ils pas nos aïeux les poilus? De Charlemagne aux grognards de l'Empire, les fils de France ont eu des cœurs ardents. De ces héros, il faut qu'on puisse dire, les croix de feu sont les fiers descendants. Allons, debout les croix de feu, notre tâche n'est pas finie. Fiers enfants de la patrie, l'honneur rappelle et le devoir de feu. Allons, le serment à jamais, tous unis. C'est du côté des ligues de droite et d'extrême droite que la demande d'un pouvoir fort, pour ne pas dire autoritaire, se fait le plus ressentir. La crise des années 30 apporte de nouvelles troupes à ces ligues, capables de susciter, en dehors des partis politiques, une puissante mobilisation populaire. Multipliant les démonstrations de force, certaines d'entre elles trouvent leur inspiration du côté du fascisme. D'autres, plus modérées, entendent rester dans la légalité républicaine. Tel est le cas des Croix de Feu. À l'origine, une association d'anciens combattants devenue un mouvement de masse, de près de 150 000 membres. Des membres reconnaissables à leur brassard tricolore, sur lequel figure une tête de mort et 2 épées croisées. Voici leur leader. Le colonel François de la Roque, ancien officier de la Grande Guerre, dont le programme se résume en quelques mots: un pouvoir d'ordre, tenu par un chef énergique, capable de mener le relèvement moral et matériel du pays. C'est sur ces instructions que le soir du 6 février, des milliers de croix de feu se rassemblent rive gauche, non loin de la Chambre des députés. L'objectif est d'intimider les parlementaires et d'empêcher l'investiture de Daladier. Mais la Roque reste prudent et refuse que ses troupes forcent les barrages de police. Quand il apprendra que les affrontements se déroulent à la Concorde, il donnera l'ordre à ses troupes de se disloquer. Car avec l'entrée en scène des autres ligues bien plus radicalisées, la manifestation prend une nouvelle tournure. Les Camelots du Roi, troupes de choc de l'Action française, viennent de quitter le boulevard Saint-Germain. Les membres de la Solidarité française, dont le mot d'ordre est « La France aux Français », s'élancent de l'opéra. Quant aux troupes des jeunesses patriotes, appelées à se mobiliser pour défendre la patrie en danger, c'est de l'hôtel de ville qu'elles s'élancent à leur tour. Ces ligues partent en ordre dispersé mais convergent toutes vers la Concorde, avec la ferme intention d'être en première ligne pour faire le coup de poing. Sur la place de la Concorde, désormais noire de monde, le bruit est assourdissant. On chante, on crie, on hurle. Les manifestants semblent de plus en plus survoltés, comme saisis d'une rage folle, d'une incroyable fureur. En face, malgré l'arrivée de renforts, le dispositif du service d'ordre est insuffisant. Présent sur les lieux, le nouveau préfet de police, Adrien Bonnefoy-Cibourg, fume cigarette sur cigarette. Cette manifestation est son baptême du feu. Bientôt, tout se précipite. La pression de la foule sur les barrages s'accentue.
Le pont de la Concorde est sur le point d'être forcé. Les cavaliers chargent pour repousser les assauts des manifestants qui résistent. Coups de poing et coups de matraque pleuvent. Certains manifestants tailladent les jarrets des chevaux de la garde républicaine avec des lames de rasoir. D'autres lancent des projectiles sur les forces de l'ordre totalement débordées. Plus personne ne semble dominer les événements. Quand soudain, c'est l'affolement général. La panique. Les forces de l'ordre viennent de faire feu sur la foule. À balles réelles. Jules Lecomte, membre de l'Action française, est fauché par une balle alors qu'il tente d'échapper aux forces de l'ordre. Transporté à l'hôpital, il décède quelques jours plus tard. Gaëtan Chénier de Noblins, membre de la Solidarité française, tombe à son tour, frappé par une balle en pleine tête. Un journaliste tente de lui porter secours, mais un garde mobile lui lance « Ça fera un salaud de moins ». Jean Fabre, interne en médecine, membre des Jeunesses Patriotes, s'effondre après avoir été touché au thorax. Harold Roditi, étudiant en commerce, membre de la Solidarité française, se trouve lui aussi sur le pont de la Concorde quand une balle traverse sa colonne vertébrale. Il tombe au sol. Un garde mobile s'approche de lui et crie « Crève ou tuer ». Roditi restera paraplégique jusqu'à la fin de ses jours. Macabre soirée. Surtout que ce 6 février, la capitale aurait dû offrir un tout autre visage, un tout autre spectacle. À l'Opéra Garnier aurait dû se tenir l'une des attractions phares de la vie mondaine parisienne. Le bal des petits lits blancs. Ce gala annuel de charité réunissant artistes en vogue, comiques, danseurs. Il fut annulé à la dernière minute en raison des événements. De cette première fusillade place de la Concorde, que sait-on? L'enquête qui sera bientôt ouverte apportera les conclusions suivantes. 1. Des sommations au clairon ont bien été faites pour intimider les manifestants, mais elles se perdirent dans le tumulte assourdissant de l'émeute. 2. Des balles ont d'abord été tirées par des manifestants, mais elles furent peu nombreuses et ne blessèrent aucun policier. 3. Mal commandé. Les forces de police ripostèrent en tirant spontanément sur les manifestants, sans qu'aucun ordre ne leur ait été donné. Face à ce qui s'apparente clairement à un dérapage des forces de l'ordre, on comprend mieux pourquoi les images tournées ce soir-là furent rapidement saisies par la préfecture de police. Jugées compromettantes, certaines scènes furent tout bonnement censurées pour empêcher leur diffusion dans les salles de cinéma. Transport de cadavres. Contact violent entre le service d'ordre et les manifestants.
Citoyens, citoyennes, je vous demande pardon pour ceux qui ne me reconnaîtraient pas. Je me présente, Gavroche, fils de 1789. Ma devise est liberté. Restez calme devant les événements que vous livrent l'écran et le haut-parleur. La presse filmée, fidèle à son devoir, vous en sera reconnaissante. Et vive la République! De cette soirée du 6 février, bien peu d'images furent montrées aux spectateurs dans les salles de cinéma. Outre l'action de la censure, les caméramens des actualités eurent bien du mal à rendre compte des événements. Comment filmer une manifestation qui vire à l'émeute? Comment filmer des lieux plongés en partie dans l'obscurité? Attirés comme des papillons par les torches de magnésium utilisées alors, certains manifestants en profitèrent pour exhiber devant la caméra tantôt un képi, tantôt un bâton, comme autant de trophées saisis aux forces de l'ordre. Au final, que nous racontent exactement ces images fantomatiques, presque irréelles? L'écrivain André Chanson, alors chef adjoint de cabinet auprès de Daladier, est témoin des événements. Craignant que des émeutiers n'entrent dans ses bureaux du Quai d'Orsay, Chanson traverse tout Paris pour rentrer chez lui afin de récupérer un pistolet. Les manifestants qu'il croise dans la rue sont pour certains des agents provocateurs, mais surtout de simples employés de bureau, des étudiants, et même des femmes, tous appartenant aux classes moyennes. Dans son roman La Galère, il écrira « Cette émeute avait-elle une importance quelconque? Ne serait-elle pas oubliée d'ici quelques jours? Allait-elle au contraire faire entrer ce jour de février dans l'histoire? Un grand tumulte et des morts ne suffisait-il pas à rendre une journée historique? Au Palais Bourbon, où les parlementaires sont toujours réunis, les événements prennent également une tournure surréaliste. Aux invectives des uns répondent les insultes des autres. Certains en viennent même aux mains. Informés de ce qui se passe dehors, les députés vont et viennent entre l'hémicycle et la terrasse du palais. Soudain, l'un d'eux lance: Daladier est interpellé. « Monsieur le Président du Conseil, avez-vous donné l'ordre de tirer? Répondez !» Certains parlementaires réclament sa démission, mais Daladier obtient finalement le vote de confiance qu'il attendait. Pour le Président du Conseil, la nuit sera blanche. Réunion de crise, entretien avec le Président de la République, et cette étonnante déclaration à la presse. Certaines ligues ont multiplié les excitations à l'émeute et tenté un coup de force contre le régime républicain. La preuve est faite qu'il s'agit bien d'une tentative à main armée contre la sûreté de l'État. Une tentative de coup d'État, mais fomentée par qui? Le chef des Camelots du Roi, le sculpteur Réal Delsarte. Rêvant d'instituer un comité de salut public, celui-ci tente de se rendre au Palais Bourbon. Repoussé par un barrage, il est blessé et mis hors d'état de nuire. Qui alors? L'ancien préfet de police Kiap, qui n'a pas supporté d'être démis de ses fonctions. Au cours de la soirée, il s'entretient avec le colonel Delarocque et André Tardieu, deux hommes dont il est proche. Mais à dire vrai, aucun d'eux n'entend sortir de la légalité républicaine. Qui
alors. Le général Weygand, peut-être. Ce proche de l'action française exerce une influence réelle auprès des militaires. Visité par Cap dans la nuit, Weygand lui répond pourtant que sa fonction lui interdit de se mêler de politique. Si des rencontres secrètes ont bel et bien lieu, il n'existe aucun plan crédible ni coordonné pour renverser le régime. Pas de tentative de coup d'État, donc, mais une volonté de certains de se servir de la colère populaire pour obtenir la démission du gouvernement et permettre à la droite de revenir au pouvoir. Il est environ 21h quand un calme tout relatif semble gagner les manifestants. C'est qu'un nouveau cortège de près de 20 000 hommes rejoint la manifestation et arrive place de la Concorde. Ce sont des membres de l'UNC, une association d'anciens combattants classés à droite. Ils entendent défiler pacifiquement pour dénoncer la baisse de leurs pensions et les scandales qui salissent la République. Sur leur banderole, on peut lire « Nous exigeons que la France vive dans l'honneur et dans la propreté ». Mais là encore, rien ne se passe comme prévu. Alors que le cortège est censé emprunter la rue Royale pour se rendre à la Madeleine, une partie de la colonne s'engouffre rue Saint-Honoré et prend la direction de l'Élysée. Or, cette zone est formellement interdite. Les coups de matraque pleuvent de nouveau, mais cette fois, chose inouïe, sur des anciens combattants. Mêlé à la foule, l'écrivain de droite Pierre Drieux-La Rochelle raconte « Les vieux combattants sont bousillés, la foule reflue. Les gardes mobiles rentrent comme dans du beurre et tapent sans arrêt. Les drapeaux sont en miettes, les porte-drapeaux amochés. Les fuyards hurlent en entourant leurs blessés. » Transformé en poste de secours, le restaurant Weber, rue Royale, accueille les premiers blessés. Les autres sont évacués en ambulance dans les hôpitaux parisiens. On relèvera plus de 50 blessés, dont le président de l'UNC en personne, Georges Lebec, touché au visage. Matelot, emplis mon verre et chante avec les poilus. Nous avons gagné la guerre, un crois-tu qu'on les a eus? 15 ans plus tôt, l'ambiance place de la Concorde était bien différente. Le 11 novembre 1918, Paris était en fête. Civils et militaires célébraient bruyamment la fin de la Grande Guerre. Un moment exceptionnel de fraternité et de communion nationale. Après 4 ans d'espérance, tous les peuples alliés, avec les poilus de France, font des moissons de laurier. Et si on allumait alors des feux, c'était pour brûler l'effigie de l'empereur Guillaume II. Victorieuse, la France pouvait de nouveau se projeter dans l'avenir. Un avenir synonyme de paix et de renouveau. Pourtant, ces doux espoirs n'allaient pas tarder à se fracasser sur le mur de la réalité. Bientôt, la France allait renouer avec ses divisions politiques, subir de plein fouet la crise économique mondiale, faire face à la montée de nouvelles tensions en Europe. Le futur allait redevenir incertain. Place de la Concorde, cela fait des heures que les manifestants harcèlent les forces de l'ordre. Aux ligueurs et aux anciens combattants se mêlent dorénavant des voyous et des casseurs. Tous unis pour édifier
des barricades. Accourez tous au jeu de massacre, la douzaine de balles pour 20 sous. Arrêtez-vous, les pauvres gens, les petits, les ratés, les sans-pain. Arrêtez-vous, les sans-talents, les sans-lit, les sans-toit, les sans-rien. Un air de révolution semble flotter sur la capitale. Pour les forces de l'ordre, épuisées et excédées, il est grand temps de dégager enfin les lieux. Les troupes à cheval et les gardes mobiles chargent. Le choc est d'une rare violence. Et une nouvelle fois, les forces de l'ordre font usage de leurs armes. L'opération de nettoyage est une réussite, mais au prix de 8 nouveaux morts et de dizaines de blessés du côté des manifestants. Un brigadier racontera « On n'était plus des hommes, on était des bêtes. On ne pensait plus à rien, on pensait plus qu'à exterminer. » Vers 3 heures du matin, le barrage devant le pont de la Concorde est enfin levé. Le rideau tombe sur cette tragique soirée du 6 février. La désolation. Tel est le spectacle qu'offre Paris, le matin du 7 février. Plus qu'ailleurs, la place de la Concorde porte encore les stigmates de l'émeute. Certains monuments gardent même la trace des impacts de balles. Les Parisiens forment déjà ici et là quelques attroupements et s'arrachent les journaux qui égrènent la liste des morts de la soirée. Le journaliste et écrivain Joseph Kessel écrira « Je ne pouvais arriver à la représentation de ce fait que pourtant répété 1000 bouches, des hommes armés avaient ouvert le feu sur des hommes sans armes. Rien ne pourra faire concevoir l'horreur des salves du 6 février dans Paris stupéfait, douloureux et grondant. » Le 6 février était un coup de tonnerre. Certes, la République a tenu bon, mais qui peut douter encore qu'elle n'est pas fragilisée, affaiblie. Les événements de la nuit ont cruellement mis en lumière les profondes divisions qui déchirent la société, dont une partie ne croit plus en ses hommes politiques, et se trouve tentée par des solutions radicales. Dans la rue, la tension est encore palpable. On sent bien que de nouveaux troubles peuvent éclater à tout moment. Les manifestations publiques sont strictement interdites et l'armée se déploie dans la capitale. Tous les regards se tournent en fait vers un homme, Édouard Daladier. En tant que chef du gouvernement, il porte la responsabilité des événements. Pendant toute la matinée, le président du Conseil consulte, hésite. Doit-il tenir bon ou se retirer? Vers 13 h, sa décision est prise. Conduit à l'Élysée, il présente sa démission au président de la République, Albert Lebrun.
Un gouvernement légalement investi abdique donc sous la pression de la rue. Inédit. Dans ce contexte de crise aiguë, il est impératif de restaurer la confiance. Telle est la tâche de Gaston Doumergue, dont le retour aux affaires est largement mis en scène par les actualités. Doumergue le recours. Doumergue, l'homme providentiel. Je demande à tous les Français d'oublier leurs querelles et leurs divisions anciennes. Unissez-vous, croyez-moi et entendez mon appel. Les Français qui combattent aujourd'hui pour autre chose que pour l'union nationale trahissent à la fois leurs intérêts personnels et les intérêts de leur pays. La division dans la nation, c'est le suicide de la nation. Nul ne voudra participer à ce crime. À 70 ans, l'ancien président de la République sort de sa retraite pour constituer un gouvernement dit d'union nationale. Il s'agit en fait d'un gouvernement nettement orienté à droite, dans lequel figurent notamment André Tardieu, mais aussi Pierre Laval, ou encore l'emblématique Philippe Pétain. Promu ministre de la guerre, c'est sa première incursion dans la sphère politique. Comme le souligne un témoin, le régime est recollé comme une vieille assiette. Car ce nouveau gouvernement ne réussit pas à exploiter le choc créé par le 6 février pour lancer les réformes de fond attendues par le pays. Traversé par de nombreux désaccords, il fait long feu et tombera à son tour au bout de quelques mois. Le 12 février, en réaction aux émeutes de la Concorde, le peuple de gauche est dans la rue. La CGT a lancé une grève générale. Le Parti communiste et le Parti socialiste ont appelé à se mobiliser. Cette fois, il n'y aura pas d'incident. Du cours de Vincennes à la place de la Nation, ce sont des dizaines de milliers de manifestants qui défilent dans le calme. Les forces de l'ordre, elles, restent en retrait dans les rues adjacentes. Bientôt, le drapeau rouge est hissé au sommet de la statue, place de la Nation. Au milieu de la foule, Léon Blum prend la parole. Paris, rassemblé dans cette manifestation, signifie aux hommes du fascisme et du royalisme qu'ils ne passeront pas. La réaction ne passera pas. Vive la République des travailleurs. Vive la liberté. Vive l'unité prolétarienne sans laquelle aucune victoire n'est possible. Vive le peuple ouvrier de Paris. La gauche française voit dans le 6 février une tentative de coup d'État fasciste, et ce mythe mobilisateur provoque un sursaut. Face à ce nouveau danger qui menace la République, l'heure est à la riposte. L'unité de la gauche n'existe pas encore, mais déjà pointe, à la base, une dynamique de rassemblement qui, au nom de l'antifascisme, donnera bientôt naissance au Front populaire. Avec la mise en scène des enterrements des victimes, l'extrême droite se fabrique, elle aussi, sa propre légende. Le soir du 6 février, la République des pourris a noyé dans le sang la révolte des honnêtes gens, des patriotes. 10 ans ont passé depuis la tuerie de la place de la Concorde. 10 ans. Ô mort de cette soirée où une France neuve qui aspirait à la vie fut étouffée dans sa chrysalide sans parvenir à éclore.
Je vous envoie le salut d'un des survivants d'alors, restez fidèles. Sommes-nous après tout si nombreux? À votre sacrifice et à votre mémoire. Quand en 1940, la Troisième République se sera effondrée, l'instauration à Vichy d'un régime autoritaire sous la férule du maréchal Pétain sonnera pour certains comme la revanche du 6 février.